Bonjour à toutes et à tous, vendredi 20 janvier, il fait froid, c'est peu de le dire, mais en étant janvier, c'est peut-être un petit peu normal. Nous allons débattre et commenter l'actualité aujourd'hui avec Jérôme Ripoul. Bonjour, directeur associé de l'agence Confluence, vous êtes coprésident d'Opinion Valley. Najwa El Haïté, docteur en droit, présidente de Demain, et vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan. Bonjour à vous. Valérie. Lucas Jakubowicz, bonjour, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine, et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Bonjour à vous. Et Jackie Isabello, communicant et chef d'entreprise. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Vous êtes arrivé en disant il n'y a plus de plexi. Bah non, ça fait un moment qu'il n'y a plus de plexi. Plus d'1 million de personnes dans les rues, 2 millions pour les syndicats, 1 million pour la police. En tout cas, c'est une réussite et le bras de fer visiblement ne fait que commencer. Quelle suite? On va en parler évidemment avec vous. Et puis la tragicomédie au PS, c'est absolument pathétique ce qui se passe. Et puis chez LR, c'est pas tellement mieux. Il y a une crise avec la publication de l'organigramme c'est toujours très compliqué les organigrammes. Là, c'est vraiment l'armée mexicaine et Éric Ciotti qui n'a pas tenu ses engagements face à Bruno Retailleau. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Et on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Najwa. Oui. Alors, ce sera pour moi un coup de cœur. Donc ça concerne les chasseurs de pédophiles. Alors c'est quoi les chasseurs de pédophiles? C'est un collectif d'une cinquantaine de citoyens qui traquent en ligne bénévolement, je tiens à le souligner, les pédocriminels. Donc ces citoyens se cachent derrière une photo d'un mineur pour attirer les pédocriminels, engager des conversations avec eux afin de collecter des preuves contre eux. Et ensuite, une fois qu'ils ont collecté ces preuves, ils les reversent à la police et à la gendarmerie, ce qui permet aussi d'enclencher du coup une procédure judiciaire qui vraisemblablement les feront condamner s'il y a suffisamment de preuves. Et c'est intéressant parce que leur action a permis en 4 ans 75 arrestations, 36 condamnations, 130 dossiers ont été envoyés à la police. Alors le ministre de la Justice salue leur action, mais il craint des débordements, c'est-à-dire notamment des dérives, notamment la loi du talion ou la mise en place de la justice privée. Donc, mais force est de constater que l'action des pouvoirs publics pour lutter contre la pédocriminalité ne dispose pas suffisamment de moyens. Parce que certes, il y a une plateforme qui s'appelle Pharos, qui est le gendarme du net, mais il n'y a qu'une vingtaine de policiers. Donc autant vous dire une goutte d'eau dans l'immensité du web. Donc c'est largement insuffisant. Donc ce collectif, malgré la réserve qu'a le ministre de la Justice, a de longs jours devant lui. Non, mais c'est très inquiétant. Mes amis a intercepté sa fille de 11 ans qui était en train de chatter avec visiblement quelqu'un de pas très recommandable. Il faut être très, 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 très vigilant. Coup de cœur pour la une du Parisien de ce matin sur les arnaques aux faux conseillers bancaires. J'en ai déjà parlé ici, mais j'en reparle. C'est une arnaque qui est en train de se développer. On vous appelle avec le numéro de votre banque. On vous dit bonjour monsieur Isabello, vous êtes bien au LCL, au Crédit Agricole. Vous avez bien tel numéro de compte. Et on vous dit voilà, il y a eu des opérations frauduleuses sur votre compte, mais ne vous inquiétez pas, on va y remédier. Je vous envoie un SMS pour me permettre d'accéder et de bloquer tous ces comptes, tous ces débits. Vous acceptez évidemment parce qu'en général, on vous appelle le vendredi soir, le samedi midi, à un moment où vous ne pouvez pas joindre votre conseiller. Vous êtes en confiance parce qu'un peu dans la panique. Et là, en l'espace de 10 minutes, on débite des sommes sur vos comptes. Et c'est arrivé à quelqu'un que je connais. On lui a, en 10 minutes, ouvert un compte PayPal, un compte Amazon, un compte... c'est terrifiant. Et les gendarmes, pour le coup, cybersurveillance, ont beaucoup de mal. Donc je le redis, le Parisien ce matin a consacré un grand dossier à cette arnaque. Donc soyez vigilants, c'est important de le dire. Voilà. Jérôme, c'est un coup de gueule. Oui, coup de gueule. On n'entend pas assez les patrons français. On a sur quel sujet vous allez voir. Là, on est deux. Alors. On a exactement. On a fait avec le Presse Club une étude en fin d'année, en début d'année, auprès de 90 journalistes, la presse quotidienne nationale, régionale.
Et on leur a posé des questions sur leur état d'esprit, etc. Il y a une question, moi, qui m'a frappé, c'est qu'on a posé, on leur a demandé quel était le ou la dirigeante qui avait marqué l'année 2022. Donc sans préciser s'il était français, étranger, etc. À votre avis, quel est le patron qui est arrivé en tête sur patron le plus marquant de l'année 2022? Michel-Édouard Leclerc doit être dans les 3 premiers. Non, c'est une bonne réponse. Bernard C'est une bonne réponse d'une autre question. C'était quel est le patron qu'on entendait le plus souvent? C'est effectivement Édouard Leclerc. Donc le plus marquant. Mais le plus marquant, c'est un étranger, c'est Elon Musk. Elon Musk, oui. Voilà. Donc je pensais que c'était français. Le patron que les journalistes français trouvent le plus marquant pour les 2022, c'est Elon Musk. Derrière, il y en a 2 autres, c'est Pouyanné et Bernard Arnault. Et d'ailleurs, ils sont cités pas forcément pour les bonnes raisons, puisque Pouyanné, c'est beaucoup la polémique qu'il y a eu autour de lui. Voilà. Et donc, tout ça me fait dire une chose, c'est qu'on a un déficit de parole patronale en France. Alors, pas les polémiques sur Bernard Arnault, pas les magazines en tout cas. Pas dans Décideur Magazine. On nous en fait plutôt le reproche. Une fenêtre ouverte pour Décideur Magazine, exactement. C'est vraiment votre niche. Votre niche. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une caricature des patrons français et que il n'y a souvent que des mandataires sociaux, parce qu'il faut-il le rappeler, mais Pouyanné est un mandataire social, c'est pas un créateur d'entreprise qui prend la parole. Alors que dans le même temps, vous n'avez entendu absolument aucun patron sur la réforme des retraites. Je veux dire, il n'y a pas une prise de parole. Il y a les représentants. Voilà. Mais vous pouvez me citer le MEDEF, la CPME, ça commence déjà à pas imprimer pour tout le monde. Et les artisans, mais les professions libérales. Vous avez de la chance, Jérôme, parce que pour l'avoir fait il y a une vingtaine d'années régulièrement avec mes amis du Salon des entrepreneurs qui s'appelle maintenant Go Entrepreneur et qui appartient au groupe LVMH, Les Échos, Le Parisien, eh bien vous n'avez pas eu de chance, parce que si vous l'aviez fait il y a 2 ans, cette étude, vous auriez eu Bernard Tapie en numéro 1. Oui. Parce que les 20 dernières années, les gens citaient Bernard Tapie, Bernard Tapie systématiquement. Il a une empreinte très forte. Oui, mais là, c'est effectivement. Mais là, c'est donc sur la réforme des retraites, vous dites on ne les entend pas. On les entend pas. Et je pense qu'il y a une volonté, parce que le MEDEF et la CPME ont, semble-t-il, obtenu pas mal de mesures qui vont dans leur sens. Et donc les autres patrons, il y a notre amie Sophie de Menton avec son groupe éthique qu'on entend. C'est exact. C'est vrai. Qu'on entend régulièrement. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Petite question, Xavier Niel, il est dans le classement, il est combien? Valérie a tout à fait raison. Sophie parce qu'en fait on a fait une réponse ouverte, c'est-à-dire que c'était pas guidé, il pouvait citer la personne qu'il souhaitait. Donc Sophie est apparue, voilà, Sophie Menton, 3 ou 4 reprises, et Niel est apparu aussi, mais à 3 ou 4%, voilà. Donc quand même, c'est-à-dire éclatement des réponses. Vous êtes d'accord, vous qui êtes spécialiste justement des entrepreneurs, décideurs, des patrons, on ne les entend pas assez? Alors décideurs, on est plutôt un magazine dominant B2B et de niche, donc on est mal placé pour généraliser. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans tous les débats sur la réforme des retraites, on entend beaucoup d'économistes, toujours les mêmes d'ailleurs. Bien sûr. On entend les représentants des salariés, on entend les syndicats de patrons, mais c'est vrai qu'on entend très peu les plus importants, c'est-à-dire les patrons de TPE, de PME, qui sont entre guillemets dans les territoires et qui eux sont en première ligne. Et c'est vrai qu'ils ont très très peu la parole. Et pour une raison, somme toute assez simple, c'est que la presse française est très très centralisée. Et que donc, c'est vrai que beaucoup de confrères n'ont pas forcément le réflexe d'aller interviewer peut-être les personnes les plus importantes, c'est-à-dire un patron en Bourgogne-Franche-Comté, un entrepreneur qui a repris une entreprise familiale en Provence, etc. Et c'est vrai qu'eux ont très très peu accès aux médias, alors qu'ils auraient beaucoup de choses effectivement à dire. Ils ont encore un peu ce réflexe pour vivre, revivons cachés. Puis il y a un deuxième point qu'on connaît bien, nous, parmi nos clients, c'est que de très grandes entreprises hésitent beaucoup à donner la parole à leurs très grands patrons, et notamment lorsqu'elles sont cotées en bourse. Parce que la moindre déclération un peu polémique, la prise de parole, c'est la prise de risque, peut avoir un impact sur le cours de bourse et donc sur la carrière du je rajoute pour finir que les journalistes, les 90 journalistes qui ont répondu, nous ont aussi dit qu'ils trouvaient à 56% que l'information économique, l'information sur les entreprises n'était pas assez traitée dans leurs médias. Donc il n'y a pas il y a pas une mauvaise volonté de leur part, au contraire, mais il y a peut-être aussi effectivement cette capacité à aller trouver les bons porte-parole. Et il y a aussi quelque chose de... Moi je peux témoigner en tant que journaliste qui est passé par Sciences Po et autres, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une grande mode dans les instituts d'études politiques, donc premier producteur de journalisme. C'est pas mal, mais c'est comme ça, il y a un gros focus sur les questions sociétales et environnementales. Mais ça fait, Et ça se ressent maintenant dans les plus grands médias. Et donc,
avant de venir, désolé de parler de la confiance, mais j'écoutais donc la matinale de France Inter comme tous les matins sur les 5 sujets qui étaient. Pardon. Non, enfin, Pardon. Oui, en vrai, pour la petite histoire. C'était une boutade non confraternelle. Chaque matin, j'écoute une radio différente pour avoir un peu d'ouverture d'esprit. Mais en tout cas, ce matin, c'était France Inter. Sur les 5 sujets à la une du lundi matin, il y en avait 3 qui étaient en rapport avec l'environnement. Il y en avait un sur les retraites, mais c'était que la grève. Et ensuite, effectivement, il y a eu un débat d'économistes, mais c'était Thomas Piketty contre Dominique Seux. Donc c'est la gauche contre la gauche. Vous savez, il y avait un DRH. Vous êtes dur avec Dominique Seux quand même là. Il y avait un DRH de LCI qui me racontait que quand il recrutait des journalistes ou des stagiaires, il leur posait la question: citez-moi 3 grands patrons. Ils étaient incapables. Ils disaient Bernard Tapie, qui n'était déjà plus patron, Claude Bébéard, qui avait quitté à l'époque, et ils étaient incapables de citer le patron de TF1. Bon, on marque une pause, on peut en débattre dans un instant. À tout de suite. C'est vrai ce que c'était. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on va évidemment parler de la mobilisation contre la réforme des retraites. On va continuer notre tour de table. Un petit mot tout de même sur les avocats de Lyon qui ont tranché, c'est-à-dire que les membres du Conseil de l'Ordre viennent de voter à 17 pour, 4 contre et 2 abstentions l'interdiction du port du voile et de tout signe religieux, philosophique et politique avec la robe d'avocat. Vous êtes avocate, Najwa, vous êtes d'accord avec ça ? Pour tout vous dire, ça a failli être mon coup de cœur d'aujourd'hui, parce que le combat, non mais vraiment, il est réel, parce qu'il y a une vraie offensive des idéologues fréristes qui souhaitent imposer le voile avec la robe. À Paris, au barreau de Paris, il y a eu une mobilisation. D'ailleurs, il y a eu un texte, une pétition qui a été signée pour manifester notre opposition au port du voile avec la robe. Heureusement, la Cour de cassation, c'est allé jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation nous a donné raison aux gens qui l'ont saisi pour dire une robe d'avocat ne s'accompagne pas de signes philosophiques, politiques, religieux. Il y a beaucoup d'avocates voilées. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu, heureusement, mais en tous les cas, l'offensive, elle est là. La question est là et l'offensive est bel et bien là. Question de Béotien, c'est dans le prétoire ? Enfin, dans l'enceinte de la cour. Non, dans l'enceinte, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rentrer dans le palais de justice avec un voile. Non, c'est pas le port. Imaginons, les avocats, on peut les voir à l'extérieur du palais. Pourtant. Oui, bien sûr. Donc, non, c'est vraiment en audience, c'est-à-dire en audience. Ces femmes souhaitent, ces consoeurs souhaitent porter le voile. Ça, c'est pas possible. Enfin, vous imaginez. Enfin, je veux dire, ce serait une faille quant à l'égalité, la neutralité aussi de la justice. Donc, en termes de symbole, c'est fort. Donc, il y a une offensive qui continue et qu'il faut en tout cas saluer ces membres du Conseil de l'Ordre de Lyon d'avoir refusé, d'avoir interdit tout signe religieux. Voilà. Jackie, c'est un coup de cœur. Absolument. J'ai une mauvaise blague qui me venait à l'esprit, qui me vaudra peut-être une fatwa. Je pensais qu'il y a quand même un avocat qui a ça, c'est Dark Vador, qui est tout en noir de la tête aux pieds. Voilà, c'est fait. Il est avocat, Dark Vador, de l'Empire galactique. Voilà. Non, un coup de cœur pour Jacinda Ardern, donc qui est la première ministre de la Nouvelle-Zélande, et qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas lors des prochaines législatives, puisque c'est une démocratie parlementaire. Et voilà, c'est un petit pays. Alors moi, j'ai coup de cœur pour les pays du Pacifique, parce que j'ai de la famille en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que c'est une femme qui a fait parler d'elle. Personne ne l'annonçait vainqueur. Elle a mis en avant tout un tas de qualités qui ont vu les commentateurs la qualifier de personne normale. Elle souhaiterait qu'on garde de son mandat quelqu'un de gentil, ce qui est assez étonnant, voire même un petit peu naïf si jamais c'était une femme politique en France. Rappelez-vous de sa position lors de l'attentat de Christchurch, où elle avait fait preuve d'empathie et d'ouverture vis-à-vis de la communauté musulmane. Mais à part ça, voilà, c'est une femme accomplie et qui a conclu en disant qu'elle souhaiterait se accorder un peu plus de temps à sa fille et d'épouser son conjoint. Donc c'est vrai qu'en France, je pense que ça ferait un peu rire, mais de voir qu'une femme politique qui a fait de grandes choses, même si des choses sont contestables, décide de passer la main parce qu'elle est fatiguée et qu'elle se juge incapable d'avoir le même dynamisme
optimisme pour un prochain mandat. Je trouve que c'est assez louable au-delà de toutes les autres qualités qu'elle a. Oui, elle dit pour moi il est temps, je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour 4 ans supplémentaires. C'est vrai que quand on voit certains s'accrocher à leur poste, ou même à François Bayrou qui n'exclut pas de se présenter à 76 ans à la présidence de la République en disant que il y a plus vieux que lui en Europe. Je sais pas, ça vous évoque quoi cette Moi, ça m'évoque que tout le monde présente ça comme un fait exceptionnel, mais c'est pas forcément le cas. En France, on a aussi ce type de profil. Je pense par exemple à Julien de Normandie, qui était considéré comme Premier ministrable et qui a dit moi, j'ai plus l'énergie, je veux m'occuper de mes 4 enfants. Ce que je trouve un peu bizarre aussi, c'est le fait de dire que les femmes exercent le pouvoir de manière différente d'hommes. Il y a eu évidemment. On entend ça, c'est pas du tout vrai en réalité dans l'histoire. Quand on regarde toutes les femmes qui sont au pouvoir, elles sont aussi calculatrices, elles ont autant de sang sur les mains que les hommes. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de... Mais corrélation et causalité, là vous parliez d'économie tout à l'heure, la société masculine a fait en sorte de sélectionner des femmes qui étaient plus masculines que... Elles avaient les codes, c'est ce que j'allais dire, les codes sont masculins. Les codes féminins sont en train de prendre leur place dans la... Je suis pas sûr. Quand on prend le parangon du féminisme politique, c'est-à-dire Sandrine Rousseau, elle fait autant de politique d'appareil, de manœuvre que... Mais par exemple, pour nous qui... On peut avec Jérôme, on peut témoigner. Nous, ça fait des dizaines d'années qu'on recrute des jeunes femmes dans nos entreprises. On a énormément de femmes, et d'ailleurs, on se réjouit de voir que dans certaines agences, certains dirigeants se sont fait allumer pour des attitudes qui sont pas tolérables dans leurs entreprises. Et on voit bien des différences. C'est-à-dire que, un peu comme nous, les garçons, ils ont toujours un avis sur tout, et même s'ils sont pas compétents, ils ont cette vieille notion qui a été de chasser le mammouth. Et on continue d'être assez vindicatif, en avant, très compétiteur. Et souvent des femmes qui sont très compétentes, qui ont un sens du management, qui ont un sens du partage. Dès qu'il s'agit de porter au devant ces expertises, souvent on les voit se rétracter. On est obligé de leur dire vas-y, avance, tu as les qualités. Et celles qui en politique ont décidé de passer cette barrière. Celles-là, soit elles ont été filles d'eux. Regardez, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup par ailleurs, mais Roselyne. Roselyne, elle est née dans la politique. Il y a tout un tas de femmes, Michèle Alliot-Marie. Et on pourrait en citer tout un tas. La présidente de la région Île-de-France. Merci Valérie Pécresse. Elles ont été énarques, elles ont été propulsées parce que à l'ENA, le nombre de... Moi, j'ai travaillé avec énormément de fonctionnaires. J'ai eu une ancienne collègue qui m'a dit, moi, on m'a enfermé dans les toilettes pour que je passe pas le grand oral. Voilà, donc il y a des méthodes qui ont sélectionné des femmes qui ne portent ce genre que pour l'état civil, mais qui, quand on regarde, elles correspondaient parfaitement à ce qu'attendaient les hommes. Voilà, je cesse cette analyse. Mais... Lucas, un coup de gueule. Oui, c'est un mini coup de gueule par rapport à... sur la réforme des retraites. Voilà, c'est par rapport à un élément de langage qu'on a beaucoup entendu hier dans les médias. Pendant la grève, qui consiste à dire en fait que le président de la République est lâche, qui méprise les Français, qui méprise les grévistes, parce qu'il était à Barcelone et non pas à Paris pendant la journée de mobilisation. Donc juste l'occasion de rappeler quelque chose de très bête, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est la Constitution, notamment l'article 21 qui est très clair, qui dit que c'est le Premier ministre qui conduit et qui détermine l'action du gouvernement. C'est-à-dire que dans le cadre de la réforme des retraites, c'est Elisabeth Borne qui pilote, c'est son ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui l'épaule. C'est eux deux qui gèrent les négociations, qui parlent avec les syndicats, et le président, et heureusement c'est comme ça, c'est pas un hyper-président, il a pas à se mêler de tout. Ouais, en théorie, c'est comme ça. Non, mais voilà, ce serait pas sain qu'un président de la République se mêle des négociations avec les syndicats. C'est pas le genre d'Emmanuel Macron. Bah si, justement, mais il vaut mieux qu'il reste. Ce qui était très contestable dans ce qui s'est passé hier, c'est le fait que le ministre de l'Intérieur soit à l'étranger. Parce que en tête de pont, il y a le préfet de police de Paris, mais des manifestations n'étaient pas qu'à Paris. Donc Monsieur Nunez, qui est un excellent préfet de police et par ailleurs aurait pu jouer pour Paris. Mais s'il y avait eu, par exemple, des manifestations extrêmement violentes, comme on les a vues lors des mouvements de Gilets jaunes à Toulouse, à Bordeaux, là, il aurait fallu une intervention, en tout cas de communication du ministre de l'Intérieur. Et à partir de Barcelone, même si on aime beaucoup
les Catalans, ça aurait été un peu difficile. Alors après, quand même, pour la défense entre guillemets de Gérald Darmanin, donc c'était un voyage qui était prévu depuis octobre avec 11 membres du gouvernement en Barcelone pour signer un traité d'amitié et de coopération. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Ve République. Le traité de 1963 avec l'Allemagne, le traité du Quirinal qui a été signé à Florence, à Rome en 2019 avec l'Italie, et maintenant celui avec l'Espagne. Donc c'est quand même le signal n'est pas terrible quand même. Pas terrible. Voilà, de toute façon, il serait resté à Paris. Ce serait quand même fait allumer par Besancenot et Philippe Martinez. Berger a dit que de toute façon, il n'avait pas vocation à parler aux manifestants, le président de la République. Non, absolument. Il aurait dit aussi la même chose, qu'il est déterminé, enfin le président de la République, à aller jusqu'au bout. Mais Darmanin, c'est un vrai sujet, je pense. Mais oui, Darmanin, pour le coup, c'est un vrai sujet. Après, dans le traité de coopération, il y avait un sujet qui était lié à l'immigration, à la sécurité haute. Donc peut-être que c'était important qui viennent sur place pour paraffer, mais... Enfin, un traité, ça se repousse, ça se... ça fait un mauvais genre quand même auprès d'un pays étranger qui organise tout depuis octobre. Auprès du pays étranger ou de sa population si le président est le chef implicite de la diplomatie, il doit placer la diplomatie avant les négociations avec les syndicats. En tout cas, si Gérald Darmanin n'a pas de problème ce matin, il peut remercier à la fois les services d'ordre des syndicats qui, on voit, s'adaptent de plus en plus à la menace Black Bloc, et les policiers avec qui il travaille en étroite collaboration systématiquement, parce qu'ils ont un intérêt commun, c'est de ne pas laisser rentrer ces gens, ou en tout cas agir dans les corps de manifestants. Le rôle du nouveau préfet de police de Paris, Nunez, qui est ancien secrétaire d'État, et qui, à l'évidence, a une manière de gérer ses forces qui est autrement plus efficace et moins violente que celle de son prédécesseur. Parce qu'il y a eu, ils ont été débordés en termes de nombre de personnes sur le 31 décembre aux Champs-Élysées, et il n'y a pas eu tant d'incidents que ça, donc ça s'est fait de façon intelligente, et pareil pour les manifestations hier. Donc il faut souligner quand même que le style n'est pas le même et que les résultats sont autrement plus sérieux et bons pour les démocraties. Allez, on revient sur cette manifestation hier réussie entre 1 million et 2 millions, on va dire 1,5 million de personnes. En tout cas, c'est une réussite, et le bras de fer qui commence, et avec des syndicats plus que mobilisés et décidés à aller jusqu'au bout, et un gouvernement aussi décidé à aller jusqu'au bout. Comment est-ce que ça peut évoluer? On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, avant de parler des manifestations, l'actualité de ce matin, c'est également ce qui est en train de se passer au PS, au Parti Socialiste. C'est Olivier Faure, donc officiellement, qui a été réélu premier secrétaire face à Nicolas Mayer-Rossignol. C'est un scrutin extrêmement serré, visiblement entaché d'un certain nombre d'irrégularités. Alors, écoutez ce qui s'est passé dans un bureau de vote à la Courneuve hier. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit. J'ai pas besoin d'être sur la vidéo. Vous n'y serez pas. Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. Par contre, c'est vrai. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous n'êtes pas. Et je foutrai votre visage. Je vais juste le vérifier. Non, mais juste le secrétaire de section. C'est scandaleux. Je n'ai pas accès à l'urne. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de La Courneuve pour Olivier Faure. Voilà, pour Olivier Faure, effectivement, regardez les images parce que c'est assez saisissant. Donc, il aurait remporté l'élection, Olivier Faure, avec... au moins 50,5%, je crois que c'est 50,8% très exactement. Et le maire de Rouen dit aucun résultat final ne peut être proclamé sans validation par la commission de récollement. Vous vous souvenez de la coco? C'est tragique, non? Non, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Non, c'est drôle. Et puis en vrai, c'est le PS qu'on aime, c'est le PS qui a toujours existé, c'est celui avec les congrès, les courants, les bourrages d'urnes, le MJS qui organisait les scrutins, MJS que François Mitterrand appelait l'école du vice. Oui. Donc certes, le PS avait 150 000 votants en 2008 au congrès de Reims, là ils sont 20 000 je crois, donc il y a le déclin, mais il y a quand même des traditions qui se maintiennent, donc le nouveau monde... n'existe pas vraiment, et là ça continue à nous régaler. Non, en soi c'est drôle.
Enfin, moi, je trouve ça drôle ou pas? Non, moi, je trouve pas ça. Vous avez été au PS. Moi, j'étais ancienne membre et adhérente, bien sûr, du Parti socialiste, et autant vous dire que je trouve ça triste. Pathétique. D'ailleurs, je regardais ça de loin, l'organisation de ce congrès du Parti socialiste, en pensant qu'il y aurait un électrochoc pour que l'un des deux ait une ligne claire soit visible. Et ben c'est pas le cas, c'est les tricheries. J'avais lu cet hiver un ouvrage très intéressant, Autopsie du cadavre, écrit par le journaliste Olivier Perrault, pour savoir qui a tué le Parti socialiste. Alors il y a plusieurs suspects. Il s'est tué seul. Mais en effet, il s'est tué. Non, mais je vais vous dire, il s'est tué seul. Et pourquoi il s'est tué seul? Parce que déjà, le premier crime, c'est qu'il n'y a plus d'idées. En fait, depuis de longues années, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de lignes. On ne sait pas si il faut aller vers le Parti socialiste. Je parle toujours de ce parti, doit aller vers la social-démocratie ou plutôt vers une gauche radicale. Donc déjà, la ligne n'est pas claire. Et en plus, voilà, les gens ne se supportent plus. Les militants se détestent. Il va y avoir quoi, une scission? Ça va pas. Moi, je pense qu'on va aller sans doute vers une scission. Apparemment, il y a 400 voix d'écart, me dit un auditeur. 400, oui, c'est possible, 50,413. Je pense pas qu'il y aura une scission, il y a des courants différents. Mais alors, juste attendez, pourquoi je parle d'une scission? Parce que déjà, quand j'y étais, il y avait des querelles de personnes. On n'est même plus dans le débat d'idées, dans la querelle autour des idées, des propositions. Ça n'existe plus au Parti socialiste. Mais là, il y avait du niveau. Excusez-moi, il y avait du niveau. Ils avaient le pouvoir. Traditionnellement, le Parti socialiste, sans remonter à Léon Blum, mais pourquoi pas, a cette capacité à exprimer des désaccords et à être capable ensuite de faire des accords politiques sur des désaccords. Exemple, ce qu'a fait la NUPS, c'est clairement dans la ligne du Parti socialiste. Bien vu. Donc ils ont une logique de courant, cette logique de courant, elle continue de s'affirmer. Après, là-dedans, derrière, ce qu'il faut y voir, c'est qu'il y a quand même une grosse manipulation politique, parce que celui qui a fini deuxième au premier tour, dont on sait qu'il est supporté par l'ancien président de la République, qui connaît parfaitement la machine, évidemment que se déclarer vainqueur avant que les résultats aient été officiellement proclamés, c'est déjà jeter la suspicion sur les résultats. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Parti socialiste manque de timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet travail, les retraites sont au centre de l'actualité. Et le message qu'il envoie, c'est nous, dans notre petit coin, on recompte nos petites urnes qui ont été petitement bourrées. Ça, c'est véritablement compliqué. De surcroît, parce que le sujet des retraites est quelque chose qu'ils doivent défendre. Le Parti socialiste, il est mort de plein de choses. Mais s'il y a une chose ou deux choses duquel il est mort, c'est la connerie de la retraite à 60 ans, le programme commun que même les socialistes n'ont jamais défendu, et deux, les 35 heures. On continue aujourd'hui dans ce pays de courir après ça, et on n'arrive pas à faire comprendre que si nos gamins demain ne peuvent pas payer nos retraites ou ne peuvent pas eux-mêmes mettre en place un système qui va payer leur retraite, eh bien le monde va s'arrêter concrètement Je rajouterais que le Parti socialiste est aussi mort de la dérive que lui a fait prendre Terra Nova, en lui disant maintenant, t'occupes plus des classes populaires. C'est les classes moyennes qui vont. Et là, c'est la revanche des classes populaires. Et au passage, moi, ce que je pense, c'est que la scission n'est pas du tout impossible pour une raison simple. C'est que ce qui se joue, c'est la capacité à reconstruire un parti social-démocrate, entre guillemets, distinct de ce que fait Emmanuel Macron, et qui pourrait porter les espérances de certains à gauche. Et que c'est incompatible aujourd'hui avec la ligne qu'a prise Faure. Et la NUPS, effectivement. Non, mais en fait, il y a quelque chose de très simple qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des électeurs ou des anciens électeurs du PS, aujourd'hui, ils sont chez Macron. C'est là où il y a le plus gros vivier. Donc stratégiquement, la direction du PS, si elle veut regagner des électeurs en 2027 et plus tard, c'est à cette population qu'elle doit s'adresser. C'est pas à LFI ou c'est pas à l'aile gauche de Europe Écologie Les Verts. Je voulais juste dire une petite anecdote pour rebondir sur le livre d'Olivier Perrault. C'est un petit spoil, mais c'est un passage du livre qui m'a fait hurler de rire, que je peux pas m'empêcher de dire aux auditeurs. C'est l'histoire, donc c'est à la fin du livre, on apprend qu'il y a des anciens collaborateurs des années Hollande qui se réunissent entre eux pour boire un coup, c'est en
20, je crois. 2020, c'est juste pour se remémorer le bon vieux temps. Voilà, c'est juste un pot entre amis. François Hollande en avertit. Et se dit, mais en fait, il y a des gens qui militent pour mon retour, je vais aller voir ces jeunes, je vais m'incruster à la soirée, etc. Et en fait, les videurs à l'entrée du bar lui disent, mais non, monsieur Hollande, vous n'êtes pas du tout invité, vous ne pouvez pas rentrer. Ah oui, c'est chaud d'ambiance au PS. Bon, on va suivre ça parce que je ne suis pas persuadée que ça passe comme une lettre à la poste, enfin sans timbre rouge, cette élection. Ça s'ajoute à tout le reste. C'est-à-dire que la NUPES est incapable de gérer la suite de l'affaire Quatennens. Est incapable de gérer l'héritage de Jean-Luc Mélenchon en excluant des organes de direction les seules personnes qu'on connaît. Enfin, on voit quand même la difficulté de ces vieux partis. Parce que le LR, c'est un peu pareil. Le LR, c'est un peu pareil. Il y a un autre truc aussi, un autre truc qui touche LR aussi bien que le PS. C'est l'absence de relève. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est ambitieux et qui veut s'investir en politique, s'il est plutôt de gauche, il va aller au Vert, il va aller chez les Verts, à LFI, peut-être à Renaissance. Mais pas chez quelqu'un de droite va aller au Rassemblement National, parce que c'est là où il y a des places, ou aussi à Renaissance, parce que c'est là où il y a des places. Et en fait, je pense qu'il va y avoir un problème, entre guillemets, de renouvellement de ressources humaines à la fois au PS, à LR. Et donc, à mon avis, c'est des partis qui vont c'est vrai que LR n'est pas mieux. C'est vrai que LR n'est pas mieux loti, j'ai envie de vous dire. Parce que déjà, il y a un problème d'incarnation, même si Éric Ciotti a pris la tête des LR, mais à ce jour, personne ne souhaite véritablement, on ne connaît pas le candidat qui va se présenter en 2027, ni Bruno Retailleau, ni Aurélien Pradier, ni Éric Ciotti ont manifesté leur volonté de se présenter en 2027. Et deuxièmement, en termes de ligne idéologique, vous avez une partie qui dit on ferait mieux de nous mobiliser pour l'union de la droite et de nous rapprocher de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et d'autres qui vous disent au sein de LR, eh bien non, il vaut mieux qu'on se rapproche du centre, mais là c'est plutôt mal barré parce que le centre et chez Emmanuel Macron et donc chez Renaissance. Moi, cher maître, je suis pas du tout d'accord avec vous, si vous me permettez. Déjà, il ne faut pas confondre ce qui se passe au PS et ce qui s'est passé au LR. C'est-à-dire que les LR ont mené un processus démocratique électoral qui est allé jusqu'à son terme. Donc ça veut dire que le projet statutaire qui pourrait aller au tribunal, il a été respecté. On est d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord. Au Parti socialiste, c'est parti pour des contestations qui ont un fondement juridique assez important, ce qui n'est pas le cas pour les LR. Maintenant, ils se bagarrent pour l'organigramme. J'aurais tendance à dire, c'est un peu de la déco. C'est un peu comme les négociations entre le patronat et les syndicats. Hein, dans la salle, c'est bon, ok, attends, tu me files ça, machin. Et dès qu'on ouvre la porte, là, c'est scandale, le patronat nous a trahis. Vous voyez, c'est la mise en scène de la tragédie grecque. Donc là, il va se passer quelque chose. On sait exactement qui va se présenter en 2027, parce qu'on préserve Wauquiez, c'est-à-dire que c'est le Tour de France. Il laisse les autres prendre le vent et puis il a compris comment c'est. Donc cette mécanique-là, et puis vous parliez des courants. Pradier, il dit juste je suis un peu moins ventripotent que Philippe Seguin, mais en gros, je vais repomper toutes ces idées, si tant est que j'arrive à toutes les comprendre, parce que Seguin était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc c'est ces deux courants qu'on n'appellera pas courants, parce que la droite républicaine chiracienne, elle n'a pas cette notion de courant, mais rien de neuf sous le soleil. L'interview de Bruno Retailleau ce matin dans le Figaro, elle a été polissée à coups de truelle. Il lui dit tu vas me lâcher 2-3 trucs. D'ailleurs, depuis, ils ont changé les choses, mais il n'y a pas véritablement péril en la demeure. Et Éric Ciotti, depuis qu'il a été élu, est plutôt malin, parce qu'on ne le connaissait que sur des sujets sécuritaires, et il a avancé assez rapidement sur le sujet des retraites. D'ailleurs, ça a étonné un peu tous les commentateurs. On s'est dit, tiens, Ciotti qui parle d'économie, et il a porté une ligne qui était assez cohérente par rapport à ce je reprends le flambeau de je ne suis pas d'accord. Après, Jackie qui n'était pas d'accord. Et Najwa, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jackie. Par rapport à raison simple. Moi je pense que Ciotti devient illisible. Il a été élu en interne en disant Macron, je vais en manger matin, midi et soir. Et donc, attention, avec moi, ça sera la ligne dure. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il devait convaincre ses adhérents qu'il allait incarner une ligne extrêmement solide et ferme à l'égard de Macron. Il arrive effectivement à la présidence. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'un peu de tailler dans les croupières de Retailleau, ce qui est de bonne guerre, après tout. Voilà. Il met un poste de vice-président exécutif à Pradier, parce que lui n'a pas pris de parfaite cause pour Retailleau. Et puis il commence à dire finalement la retraite, on va la voter.
quel est l'argument qu'il prend? Il dit on va retirer 1 an. On votera la retraite que si le gouvernement... C'est pas ça son argument. Ah bah si, je vous laisse parler. C'est ce sur quoi il a dit. Le gouvernement vient sur mon argument des 64 ans, donc Et là... il nous explique en fait, au lieu d'avoir une logique et de dire, écoutez, la retraite, la réforme, c'est 65 ans, si on veut une réforme, il faut une réforme solide des retraites. Et là, il tergiverse sur une retraite de 64 ans. Il dit, vous voyez, le gouvernement est venu sur ma ligne. Là, c'est incompréhensible. Mais Jérôme, il n'y a pas de ministre de la Culture, il y a Jacques Lang. Et les autres. Il n'y a pas d'écologie à droite, même si Borloo a fait le projet le plus pertinent. L'écologie pour les jeunes, c'est à gauche. Bien sûr. Les retraites, la sécurité, le travail, c'est un sujet de droite. Donc Ciotti, là-dessus, pour son électorat, il leur dit tous les ans, au Sénat, on propose cette réforme. Ils l'ont dit tous assez tôt, ils l'ont tous assez répété, dans l'électorat de droite, d'aller sur la réforme des retraites, en tout cas de ne pas aller sur la réforme des retraites, ça serait une erreur magistrale et ça aurait été un piège dans lequel il ne fallait absolument pas tomber. Mais j'entends cet Toutes les grandes réformes de retraite, elles ont été à part. Mais il aurait pu être jusqu'au boutiste en disant cette retraite va passer loin. J'ai voté Hollande parce que je pensais, comme il avait été prof d'économie, qu'il se déguisait comme Mitterrand et que c'était un mec de droite. Je me suis fatalement trompé, mais les retraites, c'est un sujet de droite. Toutes les grandes réformes des retraites, elles ont été faites à droite. Voilà. Allez, pause, réforme des retraites. Le gouvernement déterminé à aller jusqu'au bout. Et les manifestants, les grévistes également. On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Réforme des retraites, manifestation massive hier dans toute la France, entre 1 million et 2 millions de personnes. En tout cas, il y avait du monde, ça se voyait sur les images. Partout en province également, les gens étaient mobilisés. Ça s'est encore une fois bien passé. La grève a été suivie dans de très nombreux secteurs. Et puis l'intersyndicale se prépare pour la suite, annoncer une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain. Votre sentiment aux uns et aux autres, est-ce que c'est réellement un bras de fer qui est en train de s'installer? Est-ce que chacun ira au bout de sa logique? Est-ce que le gouvernement va garder en réserve des munitions pour assouplir un petit peu la position, ou est-ce que l'âge de la retraite reste le principal? Il n'y a pas péril en la demeure. 2010, la réforme Woerth faisant passer à 62 ans l'âge de départ à la retraite, a connu des contestations qui ont atteint à peu près le même niveau que celles qu'on a vues aujourd'hui. Donc voilà, c'est passé. Est-ce que Macron veut, semble-t-il, vu les arguments que diffusent les membres du gouvernement depuis hier, il faut écouter, c'est important, etc. Oui, il semblerait, le mot qui revient. Il semblerait que tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est ça. Il y a une volonté de tempérer les ardeurs et de négocier sur certains points. Maintenant, franchement, cette réforme, elle pourrait passer. Pourquoi ? Premièrement, le télétravail. Hier, ça n'a pas été catastrophique. Non. On a bien vu dans les transports publics, voilà. Deuxièmement... vous voulez dire que grâce au télétravail, entre guillemets, les gens, ça les... ils travaillent aujourd'hui, il y a des habitudes qui ont été prises qui font que les grèves de 95 ne pourraient plus se reproduire. Et que ça va être très difficile. Si vous avez les raffineries, la SNCF, et la RATP, non, mais ce qui a paralysé 95, c'était les grèves des transports publics à Paris. Mais là, d'une part, Paris est plus devenu le problème de la France. Je pense que si le télétravail se continue, alors la question c'est quelle est la durée ? Les syndicats peuvent plus mener des grèves comme ils l'ont connu en 95. La durée est trop importante, donc ils vont les perler. C'est-à-dire qu'ils vont faire une semaine, etc. Les raffineries, c'est un vrai sujet. Si les raffineries rentrent dans la danse, là, ça peut poser un vrai problème. Et l'énergie avec EDF aussi. Mais je ne crois pas, à ce stade, il n'y a pas péril en la demeure, mais Emmanuel Macron ne récolte que le vent qu'il a semé, c'est-à-dire mépris des syndicats, non-négociation, flou dans la réforme, 64, 65, etc., on n'en sait rien. Donc après tout, les syndicats peuvent se dire,
on va aller jusqu'au bout et essayer de battre en main la réforme. C'est possible. Puis il va y avoir, c'est un auditeur, Stéphane, qui me signale, en ce moment, il y a Extinction Rebellion qui manifeste devant la banque Paribas. Il risque d'y avoir aussi, et c'est ce qu'on a évoqué quand il y a eu la grève il y a quelques semaines, c'est que des mouvements se mettent en place en dehors des syndicats sur les réseaux sociaux. Alors, si Extinction Rebellion entre dans la danse, ils vont faire plus de mal à la cause qu'autre chose. En fait, le gros problème pour les syndicats aujourd'hui, c'est d'avoir l'adhésion de tous les salariés. Aujourd'hui, les syndicats, ils sont représentatifs un peu de fonctionnaires, un peu de salariés de l'industrie, d'entreprises publiques, mais ils ont du mal à parler et à convaincre auprès des salariés du tertiaire. C'est ça, en fait, qui va faire qu'ils vont gagner la bataille ou pas. Est-ce qu'ils vont réussir à parler aux caissiers, aux intérimaires, aux employés du secteur privé? Pour l'instant, c'est pas le cas. Extinction Rebellion, je suis désolé de le dire, mais c'est des bobos parisiens oisifs et... Voilà, qui sont totalement, qui sont déconnectés du monde du travail. La preuve, ils disent qu'il ne faut pas travailler. Ils disent ah oui, mais il y a des problèmes. Pour l'instant, justement, sur l'opinion, ce qui est important, c'est en tout cas l'opinion est en faveur de ce mouvement. Contre, on a vu 7 Français sur 10 sont contre cette réforme des retraites. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est fou quand même parce que j'ai moins de 35 ans, mais je suis déjà un vieux dans ma tête. Mais on en a vu plein. On en a vu plein des réformes des retraites. On a eu 93, 95, 2003, 2010, 2013, 2020, 2022. À chaque fois, c'est pareil. Les syndicats vont faire un maximum de Barnum. Vont faire un maximum de Barnum. Le gouvernement va dire ils restent droit dans leurs bottes. En réalité, tout le monde négocie un peu en douce. Et à la fin, on trouve un accommodement. Donc la réforme, elle va passer. Elle va être moins ambitieuse que ce que prévoyait Emmanuel Macron, mais c'est le cas pour toutes les réformes de retraite. Donc vous dites qu'il y aura des aménagements sur cette forcément, réforme. D'ailleurs, Olivier Dussopt le dit. Il dit. D'ailleurs, il salue entre guillemets la mobilisation et le fait qu'il n'y ait pas eu d'incident. Donc ça, c'est vrai que vous le disiez. On sent l'homme de gauche qui revient en lui. Oui, exactement. C'est un joke là. Voilà. Mais mais il y aura des améliorations. Eux-mêmes le disent, que ce soit Olivier Dussopt ou la Première ministre, et ils disent bien que des améliorations sont tout à fait possibles, et donc ça va faire partie des négociations à venir. Après, la mobilisation, certes, réussie. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien, parce que je vous rappelle que quand vous êtes en grève, vous touchez pas votre salaire. Donc, il faut savoir sur la longueur qu'est-ce que ça va donner. Mais vous avez un gouvernement qui est déterminé à faire passer sa réforme, d'autant que le président de la République le rappelait dans ses 2 programmes. Cette réforme était bien présente. Oui, donc, ce qu'on lui rappelle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre Marine Le Pen et pas pour la réforme des retraites. Franchement, je vais vous dire, moi je pense que cette réforme, et Bayrou le disait, elle est à améliorer, notamment sur l'emploi des seniors. Je suis désolée, quand on lit les dispositions sur cette question, c'est pas un index qui s'impose aux sociétés de plus de 300 salariés qui va faire que on va recruter, les entreprises vont plus recruter de seniors. Ou garder leurs seniors. Donc ça, c'est pas rassurant. Donc déjà, sur ce point-là, il y a des choses quand même à améliorer. Et deuxièmement, sur la pénibilité. Bon, il y a des critères de pénibilité qui ont été retirés en 2017. Là, sur tout ce qui concerne les charges lourdes, les 40 annuités pour les travailleurs les plus jeunes, ceux qui ont commenté tôt. Ça, c'est vraiment le sujet, l'angle mort. À améliorer. Donc, c'est sur ces points-là qu'il faut absolument rassurer. Mais en tout cas, ça va se faire dans les antichambres de ministères. Et là, en fait, la rue, c'est juste... une carte un peu de pression, mais comme le gouvernement peut dire si vous n'êtes pas d'accord, on fait 49-3. Enfin, c'est toujours comme ça, il y a des ballons d'essai. Il y a le 47-1 maintenant aussi. Vous avez vu cet amendement qui existe, qui fait partie et qui permet au gouvernement de légiférer, d'aller plus vite si le débat traîne en longueur. Donc ça va être un chiffre qui va réapparaître, le 47-1 qui fait partie de la Constitution. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que d'ores et déjà, quelles que soient les choses qui arrivent, la réforme qu'on aura ne sera pas à la hauteur de la pérennité du système. Voilà. Et ça, c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Mais c'est toujours comme ça, c'est pour ça qu'on en a tous les 5 ans. C'est ce qui est très grave parce qu'on a cru qu'on allait régler une bonne fois pour toutes les problèmes, comme si dans nos vies on réglait les problèmes une bonne fois pour. Alors c'est pas toujours une très bonne nouvelle pour les syndicats ce qui vient de se passer, parce que
c'est une grande victoire pour eux. Ils ont mis énormément de monde dans la rue. Front uni. Mais un front uni, ce qui est aussi remarquable depuis. Et donc ils sont 8 à décider, Jérôme a raison, mais ils ont une chose en tête. Macron, Berger, Martinez et tous les leaders, et ils ont une barrière rouge. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'Emmanuel Macron doit faire passer cette réforme, parce que s'il ne la fait pas passer, il y a dissolution. Et il ne pourra plus jamais rien faire, et sa prochaine loi emblématique sur l'immigration ne pourra pas réunir une majorité, alors que sur la retraite, ils peuvent bien se battre, ils peuvent obtenir des améliorations, et ils peuvent faire en sorte que ce piège macrono-républicain se mette en place. Donc là, maintenant, les leaders syndicaux vont devoir jouer de rouerie. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir qu'ils soient manipulateurs, qu'ils continuent, comme ils le font très bien, de bomber le torse, de poursuivre les mobilisation. Et à mon sens, la prochaine date choisie, le 31, qui est quand même extrêmement loin. Oui, mais sinon, il y a un risque d'usure, c'est ce qui s'est dit aussi. Vous pouvez pas regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Eh bien, le mouvement était extrêmement rapproché en décembre. Là, on n'est pas pareil. Donc là, il va falloir qu'ils obtiennent des améliorations et que les gens se disent, bon, les syndicats, ça sert à quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens à la télé dans la rue. Donc là, c'est pas forcément simple à gérer. Non. Mais en même temps, eh bien, je crois qu'ils ont toutes les chances d'y arriver. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média avec Christophe Beaugrand, que nous recevons avec Gilles. Très bon week-end à vous quatre. Merci et à vous aussi, auditeurs. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.